Il y a bien longtemps, dans le royaume de Madavnagar, vivait le prince Jacob ainsi que ses parents, le roi et la reine. C'était un jeune homme beau et courageux. Jacob était follement amoureux de la princesse Lily, qui était originaire d'un autre royaume. Elle était extrêmement belle. Et peu de temps après, elle tomba également amoureuse de lui. Lily et Jacob étaient en plein dans les affres amoureux. « Lily, je ne peux plus me passer de toi. Je crois qu'il est enfin temps pour moi d'aller parler à ton père de notre mariage. » Lily se réjouit d'entendre Jacob exprimer ses intentions. Jacob va voir les parents de Lily et leur demande la main de cette dernière. Lorsque le roi se rend compte que Lily est aussi follement amoureuse de Jacob, il accepte le mariage. La date est fixée au mois suivant. Une fois la date fixée, Jacob et Lily sont en plein émoi et ont hâte que la date arrive. Mais un jour, le roi de leur royaume rival met Jacob au défi de se battre avec lui. Jacob accepte le défi et part en guerre. Son ennemi est plus puissant que lui et il perd le combat. Après avoir perdu contre son rival, Jacob s'enfuit pour sauver sa vie. Il saute d'un ravin dans la rivière pour s'échapper. Oh! 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 Ah! Ah! Après avoir sauté dans la rivière, Jacob se fait emporter par le fort courant loin de son royaume. Il s'est gravement blessé à la tête à cause de la chute brutale du ravin. Il gît inconscient sur les rives de la rivière. Un pêcheur et sa femme, ainsi que leur petite fille, habitent une maison près de la rivière. La jeune fille se promène sur les rives de la rivière lorsqu'elle aperçoit Jacob allongé. Lorsqu'elle le voit saigner de la tête, elle s'empresse de le soutenir sur son épaule et de le ramener à la maison. Cette fille s'appelle Nora. « Père, j'ai trouvé cet homme allongé près de la rivière, inconscient. J'ai pensé que nous devrions l'aider. » Les parents de Nora sont heureux de la voir si gentil et serviable, mais ils sont âgés et ne peuvent plus s'occuper de l'homme. Nora prend la responsabilité de lui bander la tête et de s'occuper de lui. Après un certain temps, le prince reprend conscience. Lorsqu'il regarde autour de lui, il semble déconcerté et désorienté. Qui suis-je? Comment suis-je arrivé ici? Pourquoi je ne me souviens de rien? Lorsque Nora et ses parents entendent cela, ils sont persuadés que l'homme a perdu toute sa mémoire. N'ayez pas peur, s'il vous plaît. Je vous ai trouvé près de la rivière, blessé. Je vous ai ramené à la maison et j'ai pansé vos blessures. Vous avez enfin repris conscience. Et je pense que vous allez très bien maintenant. Vous ne vous souvenez vraiment rien de votre passé? Comment avez-vous atteint la rivière dans cet état? Non, je ne me souviens de rien. Je ne sais même pas comment j'ai atterri près de la rivière. Tout me semble flou à présent. Ne vous inquiétez pas. À partir de maintenant, vous êtes ici chez vous. Et à partir de maintenant, je m'adresserai à toi en t'appelant Jean. À partir de ce jour, le prince Jacob, qui a perdu la mémoire, continue à vivre dans la maison de Nora. Nora s'occupe très bien du prince. Elle lui prépare des plats délicieux. De son côté, Lily passe ses journées à pleurer son prince qui n'est jamais revenu de la guerre. Elle n'a plus envie de manger ni de boire. Son père Elijah est très préoccupé et inquiet de l'état de sa fille. « Chère fille, il faut oublier ce qui s'est passé. Si tu arrêtes de manger et de vivre ta vie, que ferons-nous s'il t'arrive quelque chose? Je t'en supplie, oublie le prince maintenant.
Il n'est plus en vie. Il n'y a aucun espoir qu'il revienne un jour. Je te conseille de prendre un nouveau départ. Non, père. Je ne pourrai jamais oublier Jacob tant que je vivrai. Il est mon seul et unique amour. Je ne peux pas l'oublier. Père, si mon amour est vrai, Jacob reviendra certainement un jour. Mon cœur ne peut pas accepter qu'il ne soit plus en vie. Il doit me revenir. Jusqu'au jour où il reviendra, je ne vivrai ma vie que dans son souvenir. Lily refuse d'aller de l'avant et d'oublier Jacob, bien que son père l'ait convaincu de le faire. Elle attend toujours son retour. Ici, le prince Jacob passe plus de temps avec Nora sous le pseudonyme de Jean. Chaque jour, il se rend dans la jungle avec Nora pour couper du bois pour le feu de la cuisine. Ils se rendent ensuite à la rivière pour pêcher du poisson. Jacob passe toute la journée en compagnie de Nora. Lentement et sûrement, ils commencent à tomber amoureux l'un de l'autre. Nora est une personne honnête et au grand cœur. Un jour, alors que Jacob est parti dans la jungle avec Nora pour couper du bois, il grimpe à un arbre. Il glisse et tombe de l'arbre. Ah! 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 Il tombe sur la tête et se blesse à nouveau. Il gît sur le sol, inconscient. Nora l'aperçoit et court vers lui. Jean, que t'est-il arrivé? Nora lui passe rapidement de l'eau sur le visage. Il reprend conscience et regarde la jungle autour de lui. Il semble confus. Comment suis-je arrivé ici? Et qui êtes-vous? Jean, que t'est-il arrivé? C'est moi, Nora. Pourquoi me parles-tu ainsi? Je ne m'appelle pas Jean, mais Jacob. Je suis un prince. Pardonnez-moi, mais je ne crois pas vous connaître. Après avoir écouté le prince Jacob, Nora a les larmes aux yeux. Elle comprend que le prince a retrouvé sa mémoire perdue. Lily doit m'attendre. Je dois rentrer. Nous devons nous marier. J'ai sauté dans le ravin après avoir été blessé au combat. Je ne me souviens plus de rien après cela. Pourriez-vous m'indiquer le chemin pour sortir d'ici? Lily doit s'inquiéter pour moi. Nora a le cœur brisé après avoir écouté les paroles du prince. Mais elle n'aborde pas leur relation ou l'amour qu'ils ont l'un pour l'autre. D'accord, prince Jacob. Je vais vous montrer le chemin pour sortir d'ici. Le prince fait ses adieux à Nora et loue un bateau pour retourner auprès de sa chère Lily. Une fois parti, Nora fond en larmes. Lorsque le prince arrive enfin au royaume pour retrouver Lily, il est accueilli par des personnes qui s'étonnent de son retour. Lily est folle de joie et l'embrasse très fort. Mon attente est terminée. Tu es enfin revenu. Je n'ai jamais perdu la foi. Je savais que tu reviendrais. Mon amour est vrai. Il t'a ramené à moi. Ne me quitte plus jamais, jamais. Je ne peux pas vivre sans toi. Jacob écoute Lily et la serre contre lui. L'amour de Lily lui a été rendu. Oui, ma Lily, je ne te quitterai plus jamais. Lily et son prince se marient quelques jours plus tard. Ils vivent toujours ensemble, heureux pour toujours. Les fées jumelles. Lorsque Rosalina, la reine des fées, donne naissance à des fées jumelles, tout le palais se réjouissa dans une ambiance festive. Les fées dansaient de joie. Rihanna, la sorcière,
apprit la nouvelle de la naissance des jumelles. Ces célébrations seront de courte durée. Je vais m'assurer de prendre ma revanche sur la reine des fées. Et un jour, je régnerai sur tout le royaume des fées. Une nuit, la sorcière Rihanna mit au point un plan pour enlever les fées jumelles à l'aide de sa magie. Elle voulait les enlever sans les sortir de leur berceau. Sa magie parvint à entourer le berceau, mais ne put toucher les jumelles. La reine des fées avait créé un solide bouclier protecteur autour des jumelles grâce à ses pouvoirs magiques. Rihanna ne parvint pas à pénétrer le bouclier. Comment est-ce possible? Ma magie ne fonctionne pas? Cette reine des fées est plus intelligente que je ne le pensais. Mais je ne suis pas du genre à abandonner si facilement. J'essaierai une prochaine fois. La reine des fées perçut très clairement les intentions de Rihanna. Elle utilisa une magie encore plus puissante pour protéger les jumelles. De nombreuses années passèrent et Rose des Soies et Petite Rose devinrent de jeunes et belles fées. La reine des fées les mettait constamment en garde. Écoutez-moi, mes chéris. Promettez-moi de ne jamais sortir de l'enceinte du palais. Votre sécurité est menacée à l'extérieur. Mère, qui pourrait nous considérer comme des ennemis? Mes filles, vous n'êtes pas l'ennemi, c'est moi. C'est la maléfique sorcière Rihanna qui cherche toujours à vous enlever. Un jour, Petite Rose fit part à Rose des Soies de son désir de sortir de l'enceinte du palais. Rose des Soies, nous nous ennuyons toutes les deux et nous sommes piégés entre ces quatre murs. Ne devrions-nous pas sortir d'ici et voir à quoi ressemble le reste du monde? Petite Rose, tu dois comprendre qu'il est dangereux pour nous de sortir du palais. Nous devons rester à l'intérieur. Alors que les deux fées parlaient, le magicien Kazam apparut devant elle. Les deux prunelles de la reine des fées. Vous souhaitez voir le monde, n'est-ce pas? Venez avec moi. Je vais vous faire faire le tour du monde. Qui êtes-vous? Nous ne vous avons jamais vu auparavant. Je suis le magicien Kazam. Je suis le maître. Je suis l'homme qu'il vous faut. Préparez-vous, les filles. Nous allons faire un tour. Le magicien Kazam fit rétrécir Petite Rose et Rose des Soies grâce à sa magie et les enferma dans de minuscules cages. Puis, il s'envola avec elles jusqu'à la sorcière Rihanna. La sorcière était ravie de les voir enfin capturés. Kazam, tu as réussi aujourd'hui ce que je n'ai pas pu faire pendant toutes ces années. Ma magie ne fonctionnait pas sur elle à cause du bouclier protecteur créé par la reine des fées. Maintenant, je peux me venger d'elle. Je me dois de me venger d'elle aussi. Notre objectif doit être de prendre le contrôle de tout le royaume des fées. Si nous nous unissons, nous pourrons régner ensemble sur le royaume des fées. J'ai déjà fait prisonnier le roi Henri. Il ne reste plus qu'à capturer la reine des fées. Non, non, laissez mon père partir. Magicien, libérez mon père. Pour que le roi Henri me supplie de libérer ses filles. Mon plan est de capturer la reine des fées et toutes ses fées. Ceux qui m'obéiront deviendront mes esclaves. Je deviendrai le roi de tout le royaume des fées.
Je suis le magicien Kazam. Je suis le chef. Je suis l'homme. Magicien Kazam, promets-moi de m'aider. Moi aussi, j'ai des pouvoirs uniques. Et si je les associe aux tiens, l'avenir nous appartiendra. Je marierai également ma fille à ton fils. Rosalina, la reine des fées, apprit que ses filles furent capturées par Kazam. Elle fut prise d'inquiétude. Tout d'abord, je dois libérer le roi Henri. Il a de très grands pouvoirs magiques. Kazam n'est pas de taille face à lui. Tant que j'ai la perle magique, aucune magie noire ne peut me nuire. À ce moment-là, le magicien Kazam apparut devant la reine des fées. Il transporta avec lui Petite Rose et Rose des Soies dans leurs cages respectives. Le magicien déchaîna sa magie sur la reine des fées, mais elle fut indemne grâce à la perle magique. Je vais capturer la reine des fées tout de suite. Parce que je suis le magicien Kazam. Je suis le chef. Je suis l'homme. La reine des fées déchaîna sa magie sur le magicien. Il tomba à terre et elle s'empressa de lui arracher sa baguette magique. Ma baguette! Ma baguette! Rendez-la-moi! Sinon, je détruis tout! Je réduirai votre palais en cendres! Reine des fées, rendez la baguette magique du magicien. Si vous ne le faites pas, les conséquences seront graves. Pensez aux conséquences de vos actes. Magicien, vous êtes maintenant sous mon contrôle. Relâchez le roi Henri et mes filles tout de suite. Sinon, je vous réduirai tous les deux en cendres. Le magicien libéra immédiatement Rose des Soies et Petite Rose. Le roi Henri fut lui aussi libéré et apparut devant elle. Le roi Henri utilisa ses pouvoirs magiques pour transformer le magicien et la magicienne en souris et les captura dans une cage. Nous devons maintenant libérer tous les prisonniers faits par ces deux-là. Rose des Soies et Petite Rose, venez ici. Prenez ces deux colliers de perles magiques. Ils vous permettront de revenir normal. Vous pourrez les utiliser pour sauver d'autres personnes. Ces deux magiciens maléfiques ont retenu beaucoup de gens en captivité. Allez, libérez ces prisonniers! Le roi Henri se tourna vers les deux souris et leur posa une question. Souris magicienne, dis-moi, où vous avez gardé les autres prisonniers? N'oublie pas que nous avons ta baguette magique. Maintenant, dis-le! J'ai gardé beaucoup de prisonniers dans la grotte de la Montagne Noire, à Viratnagar. Il y a aussi 2 princes là-bas. Mes filles, allez à Viratnagar et trouvez la grotte de la Montagne Noire. Relâchez tous ceux que vous y trouverez. Oui, père, nous partons toutes les deux tout de suite. Mes chéries, soyez prudentes. Si vous avez des ennuis, pensez à nous. Rose des Soies et Petite Rose s'envolèrent et atteignirent la grotte de la Montagne Noire. Elles libérèrent tous les prisonniers qui s'y trouvaient. Dans le groupe, il y avait 2 princes, Robert et François. Vous nous avez rendu un grand service en nous sauvant et en nous libérant. Nous vous sommes redevables à jamais. Aujourd'hui, le bien a vraiment gagné sur le mal. Chère fée, nous aimerions beaucoup que vous visitiez notre palais. Cher prince, nous sommes désolés, mais nous devons retourner dans notre royaume des fées. Mais nous vous promettons de visiter votre palais un jour, c'est certain. Nous prenons congé dès maintenant. Les 2 fées s'envolèrent dans le ciel et retournèrent au royaume des fées. Les 2 princes continuèrent à les admirer jusqu'à ce qu'elles soient hors de vue. Il était une fois un roi du nom de Kawarpal. Il avait 4 femmes, Bhairavi, Bhanumati, Sunanda et Gayatri. Parmi ces 4 femmes, le roi aimait beaucoup plus Bhairavi.
Un jour, le roi décida de partir à la chasse. Il en parla à sa femme, Béravie. « Ma chère, je suis d'humeur à aller chasser aujourd'hui, mais pas seul. Je veux que tu m'accompagnes. Je veux passer toute la journée avec toi. » C'est une excellente idée, cher roi. Je n'ai pas quitté le palais depuis longtemps. Je me sentirais mieux si je sortais avec vous. Laissez-moi le temps de me préparer. Béravie avait un cœur tendre et gentil. Elle n'approuvait pas que son mari tue un animal innocent pour le sport. Avant qu'il ne parte à la chasse, Béravie se rendit au carrosse et enleva toutes les flèches du carquois du roi. Après un certain temps, ils atteignirent la jungle. Béravie dit à son mari, Kawarpal, « Quelle forêt enchanteresse! Regardez la verdure tout autour, et ce son mélodieux et tant d'oiseaux et d'animaux. Mon cœur chante de joie. Mais je ne comprends toujours pas pourquoi vous tuez ces créatures innocentes juste pour le plaisir. Je n'aime pas ça du tout. » La chasse est un sport royal depuis des siècles. C'est une question de fierté pour les braves et les champions. Plus l'animal est gros, mieux c'est. Béravie, pour ton bon savoir, je ne chasse que les animaux qui sont agressifs et qui attaquent. Je le fais pour que les habitants du royaume ne soient pas blessés. Béravie faisait de son mieux pour faire parler le roi. De cette façon, il se laisserait distraire et n'apercevrait aucun animal. Soudain, ils entendirent le grognement d'un tigre. « Ma reine, il y a un tigre près de nous. Faites très attention. » J'étais tellement absorbé par vos douces paroles que j'ai oublié que j'étais ici pour chasser. Je vais poursuivre ce tigre. Le roi prit d'abord son arc, puis son carquois. Il fut ébranlé de le trouver vide. Le tigre s'approche du carrosse. Le roi baissa son arc et descendit de la calèche pour engager un combat à main nue avec le tigre. Le roi était un homme intrépide. Il lança une attaque féroce sur le tigre. Ah! Ah! Oh! Ya! Ah! Oh! Ya! Ah! Après un combat long et épuisant, le roi réussit enfin à vaincre le tigre. Mais il fut gravement blessé au cours de ce combat. Lorsque Béravie revint au palais avec le roi blessé, personne ne peut croire qu'il soit possible que le roi Kawarpal soit blessé lors d'une partie de chasse. C'était un chasseur émérite qui avait toujours remporté les parties. La première personne à interroger Béravie fut Banumati. Comment cela a-t-il pu se produire? Comment le roi a-t-il pu se blesser à la chasse? La reine Béravie expliqua. Je ne supporte pas que de pauvres animaux innocents soient tués sans raison. C'est pourquoi aujourd'hui, juste avant de partir à la chasse, j'ai vidé son carquois de toutes ses flèches. Après avoir écouté cela, la reine Gayatri répondit. Es-tu en train de me dire que tu as mis la vie de ton mari en danger juste pour sauver un animal? Quel genre d'épouse es-tu? Tu sais à quel point il aime la chasse, n'est-ce pas? Et pourtant, tu as fait passer tes croyances obstinées avant son souhait. Quelle sorte d'amour est-ce là qui pousse son propre mari vers sa tombe? Béravie avait toujours admiré la reine Gayatri. Ces paroles touchèrent le cœur de Béravie et elle fut immédiatement prise de regret. La santé du roi commençait à se détériorer. La reine Béravie fit face à ses responsabilités. Vous pouvez me blâmer autant que vous voulez. Mais d'abord, concentrons-nous sur la santé du roi. La reine Sunanda prit enfin la parole. Il n'y a qu'un seul médecin qui soit expert dans la guérison des blessures causées par les animaux. Mais il habite à 50 km d'ici. Il lui faudra un certain temps pour arriver jusqu'ici. La reine Béravie avait quelques connaissances de base sur les potions et les herbes médicinales. Elle fit une suggestion. Appelez vite le médecin. Pendant ce temps, je vais moi-même préparer un médicament pour ses blessures. Béravie commença à préparer un remède pour le roi. Elle prit des herbes, des feuilles, des écorces et des racines et créa une pâte médicinale qu'elle appliqua sur les blessures du roi.
Mais la préparation n'a fait qu'empirer les choses. La température du roi augmenta instantanément et devint beaucoup plus élevée qu'auparavant. Les 3 autres reines s'emportèrent contre Béravie. Elles la réprimandent sur sa tentative de guérison. Qu'est-ce que tu veux? Veux-tu qu'il meure? Nous pensions que tu essayais d'aider le roi à se rétablir. Mais tes médicaments n'ont fait qu'empirer son état de santé. Si tu n'as pas les bonnes connaissances pour préparer le médicament, pourquoi as-tu essayé de fabriquer cette pâte inutile? Pourquoi avoir mis sa vie encore plus en danger? Tu savais que le médecin n'allait pas tarder à arriver, n'est-ce pas? Dieu seul sait ce qui risque d'arriver à présent. Le médecin arrive enfin. Il procède à un examen physique approfondi du roi. Il a ensuite déclaré « Le roi se porte parfaitement bien désormais. Qui a préparé cette pâte que l'on applique sur ses blessures ?» Tous ont cité Béravie et l'ont pointé du doigt. La reine Gayathri prit alors la parole. Si le roi se porte bien, pourquoi sa température corporelle augmente-t-elle constamment? Le médecin expliqua. La pâte réchauffe d'abord le corps. C'est ainsi que le médicament agit en éliminant les toxines présentes dans les blessures causées par le tigre. Oui, c'est un remède lent. Il prend du temps, mais il fait merveilleusement bien son travail. Après avoir écouté le médecin, les 3 reines remercièrent Béravie pour son aide opportune. Le roi se rétablit complètement en quelques jours. La reine Béravie lui fit part de ses sentiments. Pardonnez-moi, mon roi. Vous avez dû payer un lourd tribut à votre santé à cause de mes opinions sur la chasse des animaux. Vous aimez la chasse, pas moi. Je me sens très triste lorsque je vois des créatures innocentes tuées pour le plaisir. Pour cette raison, j'aurais dû refuser de vous accompagner lors de votre partie de chasse. Je n'aurais pas dû retirer les flèches de votre carquois. Tes actions étaient peut-être mauvaises, mais tes intentions ne l'étaient pas. Si tu tiens tant à ce que je ne chasse pas et que je fasse preuve de pitié envers ces créatures innocentes, alors je m'y plierai. Je te promets que je ne tuerai un animal que s'il est violent et constitue une menace pour mon peuple. Il arrive que les épouses prennent des mesures extrêmes pour que leur mari abandonne une mauvaise habitude. Il est important que les maris les écoutent et analysent les motifs de leurs actions. Si une chose est discutée de façon logique et qu'elle est bénéfique pour nous, il n'y a pas de mal à l'accepter. Il y a fort longtemps, dans un royaume de France, vivait un beau prince du nom de Guillaume. Le prince Guillaume était un homme courageux, fort et honnête. Lorsque son père décède inopinément, Guillaume est couronné roi. En tant que roi, il était très attentif aux besoins de son peuple. Il veillait toujours à ce qu'il soit bien traité. Une nuit, alors que le roi Guillaume était endormi, il fait un rêve étrange. Il voit une belle reine qu'il appelle à l'aide. « Votre Altesse, aidez-moi. Votre Altesse, aidez-moi. » Éclairé, que recherches-tu? Quel genre de rêve était cela? La nuit suivante, il refait le même rêve. La même belle reine l'appelle à l'aide. « Votre Altesse, aidez-moi. Votre Altesse, aidez-moi. » Le roi Guillaume se réveille en sursaut. Pourquoi est-ce que je fais ce rêve récurrent? Ce n'est pas une coïncidence. Peut-être que la reine est vraiment en danger. Je dois l'aider. Guillaume consulte son ministre Daniel. « Daniel, ces jours-ci, chaque fois que je dors, je fais le même rêve. Une reine n'arrête pas de m'appeler à l'aide. J'ai l'impression qu'elle est vraiment en danger. Je dois l'aider. Votre Altesse, je ne comprends pas ce que vous dites. Je crois que votre esprit vous joue des tours. Votre esprit est submergé par les problèmes de votre propre peuple. C'est pourquoi vous faites ces rêves. Non, Daniel, ce n'est pas le cas. Et mon esprit ne me joue pas non plus des tours. Je suis sûr que cette reine existe vraiment et qu'elle me demande de l'aider. Comment pouvons-nous l'aider alors qu'elle n'apparaît que dans vos rêves? Vous ne savez même pas à quel royaume ou à quelle région elle appartient.
Comment allons-nous la retrouver? Daniel, remplis mes obligations pendant un certain temps. Je vais aller la chercher tout seul et essayer de l'aider. Daniel est déconcerté par les paroles du roi. Votre Altesse, ne courez pas derrière une ombre. Comment retrouver quelqu'un dont on ne connaît ni le nom ni l'adresse? Guillaume ne tient pas compte des conseils de son ministre et part seul à la recherche de la reine de ses rêves. Guillaume possède une épée capable de vaincre les ennemis les plus puissants. Il prend son épée avec lui et se met en route pour trouver la reine. Après un long voyage, il se sent exténué. Il s'assied sous un arbre pour faire une sieste. Une fois de plus, il revoit la reine dans son rêve. Votre Altesse, vous êtes dans la bonne direction, mais soyez prudent. Votre voyage sera semé d'embûches. Lorsque Guillaume entend les paroles de la reine dans son rêve, il est rassuré de savoir qu'il est sur la bonne voie pour la rencontrer à l'avenir. Il se réveille de sa sieste. Elle est encore apparue dans mes rêves. Peut-être qu'elle peut me parler grâce à ses pouvoirs psychiques. Elle me dit aussi que je suis dans la bonne direction. Maintenant, je suis sûr de la direction que je dois suivre. Guillaume continue son voyage dans la même direction. Il arrive dans une jungle dense remplie d'animaux sauvages. Ces animaux sont assoiffés de sang et agressifs. Ils essayent de l'attaquer pour dévorer sa chair. Il utilise son épée pour tuer ces animaux. Finalement, après s'être défendu contre les animaux sauvages, il sort de la jungle. Après cela, Guillaume atteint une large rivière. Cette rivière est infestée d'énormes crocodiles. La seule façon de traverser cette rivière est de le faire à la nage. Guillaume s'engage dans la rivière. Les crocodiles s'approchent de lui pour le dévorer. Lorsqu'ils ouvrent leurs mâchoires pour le mordre, il se sert de son épée pour les tuer. Il parvient ainsi à traverser la rivière à la nage. Après être sorti de la rivière, il arrive à un long désert. Il marche à travers le désert et atteint un royaume. C'est peut-être le royaume où réside la reine? Guillaume est soulagé d'atteindre enfin le royaume. Il s'avance et entre dans le royaume. Il remarque un gigantesque démon qui crache du feu et tourmente les habitants du royaume. Guillaume est surpris en voyant le démon. Ce démon est hostile et cruel. Peut-être que la reine de ce royaume a appelé à l'aide pour être sauvée de ce démon. Si je ne le bats pas, il fera de la vie de ces gens un véritable enfer. Je n'ai pas d'autre choix que de le tuer. Guillaume se dirige vers le démon, qui se fait appeler Lucas. Lucas est un démon puissant et intelligent. Qui es-tu? Ne sais-tu pas qui je suis? Les humains me regardent et s'enfuient effrayés. Mais regarde-toi. Tu cherches ta propre mort en venant devant moi. Je dois admettre que je n'ai jamais rencontré quelqu'un d'aussi courageux que toi. Ne tiens-tu pas à ta propre vie? Je ne peux pas rester là à vous regarder commettre ces actes cruels sur la population. Laissez-les tranquilles, ou je ne vous laisserai pas en vie. Tu vas me tuer?
Je t'écraserai comme un petit moustique. Le démon Lucas s'approche pour attaquer le roi Guillaume. Guillaume tente de l'attaquer avec son épée. Lucas semble disparaître dans le sol. Guillaume est déconcerté par cette action. Le démon réapparaît. Guillaume l'attaque à nouveau. La même chose se produit à nouveau et le démon disparaît sous le sol. Votre Altesse, donnez 3 coups avec votre épée dans le sol, juste à l'endroit où le démon semble disparaître. Guillaume prend son épée et donne 3 coups sous le sol. Le démon réapparaît au-dessus du roi. Guillaume coupe alors la tête du démon avec son épée. Ah, 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 oh, 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 oh. Une fois le démon mort, les habitants du royaume sortent de chez eux et regardent Guillaume avec admiration. La reine du royaume, Hazel, apparaît devant Guillaume. Elle est folle de joie de voir Guillaume devant elle. Guillaume est également sous le charme de la beauté de la reine. Votre Altesse, vous nous avez rendu un grand service à moi et à mon peuple en tuant le démon. Je vous serai toujours redevable. Ce n'est pas une faveur. Nous avons toujours le devoir moral d'aider ceux qui sont dans le besoin. Pourquoi avez-vous choisi de me contacter? Et comment avez-vous réussi à communiquer avec moi à travers mes rêves? Votre Altesse, j'y suis parvenue grâce à mes pouvoirs psychiques. J'avais besoin d'un homme intrépide qui n'hésiterait pas à combattre un démon comme Lucas. C'est pourquoi j'ai utilisé mes pouvoirs magiques pour vous trouver. Je n'ai pu vous demander votre aide qu'à travers vos rêves. Vous êtes devenue la reine de mes rêves. Comment aurais-je pu ne pas venir vous aider? Reine Hazel, quand je vous ai vu dans mes rêves, je suis aussi tombé amoureux de vous. Voulez-vous m'épouser? La reine rougit timidement en entendant la proposition. Sa timidité laisse supposer qu'elle accepte la proposition. La reine Hazel est également tombée amoureuse du roi Guillaume. Quelques jours plus tard, les deux se marient en grande pompe. Ils vivent heureux jusqu'à la fin de leurs jours. La jeune paresseuse. Il y a longtemps, dans un royaume dirigé par une reine, vivait une jeune fille paresseuse du nom de Zelda. La pauvre mère de Zelda était la boulangère royale. De l'aube au crépuscule, elle travaillait jusqu'à l'épuisement, préparant de délicieuses pâtisseries pour satisfaire la reine. Mais Zelda refusa de l'aider. Elle s'estimait bien trop importante pour faire le moindre travail. Peu importe combien la mère de Zelda la suppliait de l'aider, la paresseuse Zelda avait toujours une excuse. Finalement, on lui confia la tâche de filer le fil de couleur rubis que la reine avait ordonné de nouer autour de chaque boîte de pâtisserie royale. Mais Zelda se plaint, jusqu'à ce que sa mère fasse le travail aussi. Le travail est tellement ennuyeux. Zelda soupira d'un air suffisant. Et ainsi, elle restait assise jour après jour. Puis, un matin, la reine commanda un gâteau pruneau à 5 couches pour un pique-nique de dernière minute avec le prince. Les boulangers étaient paniqués, essayant d'accomplir la tâche impossible. Ils craignaient tous le mauvais caractère de la reine et son donjon. Au moment où les pas de la reine se firent entendre à l'extérieur, les ouvriers se précipitèrent pour mettre le gâteau fini dans sa boîte. Mais il n'y avait pas de fil royal pour l'attacher. « Vite, Zelda! Tisse-nous un peu de laine !» À cette demande, Zelda poussa un gémissement assourdissant qui donna des frissons à tout le monde, y compris à la reine et à son fils à l'esprit étroit qui était entré à ce moment-là. « Que se passe-t-il ici ?» hurla la reine de sa voix haute et puissante. La cuisine devint mortellement silencieuse, jusqu'à ce que la mère de Zelda s'avance. Craignant que Zelda ne soit punie, sa mère mentit. Ma fille est tellement travailleuse que je n'arrive pas à l'empêcher de filer. Nous nous disputons jour et nuit.
car bientôt, nous n'aurons plus de lin. » Les yeux de la reine s'illuminèrent et elle sourit. « J'aime les travailleurs acharnés. Laisse-moi prendre ta fille et elle pourra continuer à filer à sa guise. » Tout le monde était ravi de cette idée. La reine cherchait une épouse travailleuse pour épouser son fils inutile. La mère de Zelda était heureuse de voir Zelda trouver un travail. Et Zelda pensait qu'elle allait enfin avoir la vie de luxe qu'elle méritait. La reine emmena Zelda dans une tour où se trouvaient 3 pièces remplies du sol au plafond de lin royal, cultivé dans toutes les couleurs de l'arc-en-ciel. « Filme tout cela en un fil de lin fin. Quand tu auras fini, tu pourras épouser mon fils. » En regardant autour d'elle, elle gloussa. « La reine ne peut pas s'attendre à ce que je travaille. Je vais être une princesse !» Et pendant 3 jours, elle resta assise, rêvant de sa vie royale. Le 3e jour, la reine revint. Elle regarda, choquée, le lin intact. Personne n'avait jamais désobéi à son ordre. « Qu'est-ce que cela signifie ?» Elle siffla, son visage devenant rouge de rage. J'avais tellement le mal du pays, je n'ai pas pu m'arrêter de pleurer assez longtemps pour filer. « Assez! Demain, je veux voir que vous avez commencé votre travail. » La porte se ferma avec fracas et le bruit d'une clé se fit entendre. Zelda, prise de panique, courut vers la fenêtre pour voir si elle pouvait s'échapper. Dehors, Zelda aperçut 3 fées voler vers elle. L'une avait un gros pied plat. La langue d'une autre pendait de sa bouche. Et la 3e avait un énorme pouce. Elle s'arrêta devant la fenêtre. « Quel est ton problème ?» Zelda raconta son histoire aux fées. « Arrête de pleurnicher. Nous serions heureuses de filer tout ce lin pour toi. Mais voici la condition. Nous aimons les fêtes royales. Alors, tu dois promettre de nous inviter à ton mariage et de ne pas avoir honte de nous, mais de nous présenter fièrement comme tes cousines. » « Bien sûr, tout ce que vous voulez. Mais faites vite, la reine sera bientôt de retour. » Les fées se présentèrent comme Bella, Benita et Bob et s'envolèrent directement par la fenêtre pour commencer leur travail. Bella utilisait son pied pour faire tourner le rouet. Benita utilisait sa langue pour humidifier la fibre pendant sa torsion. Bob enroulait le fil finement filé autour de son pouce. Et chaque fois que ce dernier touchait la table, un écheveau de fil parfaitement formé tombait sur le sol. Toute la journée et toute la nuit, les fées fantastiques filaient et Zelda dormait profondément. Le lendemain, lorsque la reine passa, Zelda s'empressa de cacher les 3 travailleuses. Puis, en grande pompe, elle présenta écheveau par écheveau du lin le plus finement filé. Le discours de Zelda suffit à faire fondre la reine la plus froide. Dès que la première pièce fut vidée du lin non filé, les fées passèrent à la 2e, puis à la 3e. Un jour plus tard, les 3 pièces étaient presque remplies de fils filés. Et ainsi, les étonnantes fées terminèrent et firent leurs adieux. Lorsque Zelda montra enfin à la reine et au prince les 3 pièces maintenant remplies de grandes piles de fils, ils furent stupéfaits. « Quelle splendide travailleuse !»« Quel bel enfant !» La reine tint parole. Levant son sceptre, elle déclara « Je t'accorde l'honneur d'épouser mon fils. Je te confère également le titre de fileuse royale afin que tu puisses continuer ton beau travail. » Zelda s'étouffa à cette nouvelle. Puis, elle pensa aux fées et sourit. « J'ai 3 cousines. Peuvent-elles venir à la fête ? Ainsi soit-il. » Le jour du mariage arrivait bientôt. Après que le couple ait échangé ses vœux et que le festin ait commencé, les 3 fées entrèrent, portant des vêtements magnifiques. Zelda espérait que personne ne remarquerait leur arrivée, mais tout le monde se retourna pour les regarder. Le prince, lui, ne pouvait voir que leur laideur. Il courut vers Bella et lui demanda « Qu'est-ce qui t'a donné un si gros pied ?» En pompant le rouet. Puis, il courut vers Benita. « Qu'est-ce qui t'a fait sortir la langue ?» En humidifiant le lin. Enfin, il se précipita vers Bob. « Qu'est-ce qui a rendu ton pouce si énorme ?»
À ce moment-là, le prince se mit à sangloter. Jamais! Ma belle épouse ne doit plus jamais s'approcher d'un rouet. Très bien, mais elle adore travailler. Alors, à partir de maintenant, elle sera une boulangère royale. Au début, le sourire de Zelda s'étendit d'une oreille à l'autre. Et dès qu'elle entendit l'ordre suivant de la reine, il revint. Fin. La reine impatiente. Il était une fois, dans un royaume lointain, le roi Robert qui vivait avec sa charmante reine, Maria. Robert était aimé par tout son royaume pour sa gentillesse, mais sa femme était très méprisée, car elle était extrêmement impatiente. « Vous mettez trop de temps à me tresser !»« Je suis désolée, Votre Altesse, mais cette coiffure est très délicate à réaliser. »« Comment oses-tu me parler ainsi ? Quittez ce palais immédiatement !»« Oh Maria, pourquoi as-tu fait cela? Elle essayait de faire de son mieux. »« Elle n'était pas assez rapide. » Vous devez être patiente, mon amour. Parfois, l'impatience de la reine détruisait la paix, et le pauvre roi essayait de corriger rapidement les problèmes qu'elle causait. Tiens, Maria, j'ai quelque chose que tu vas adorer. Délices, mes préférés. Apporte-les-moi de suite. Le roi Robert se demandait comment faire comprendre à sa femme qu'elle devait être patiente. Un jour, il arpentait les cours de son château en pensant à Maria. Je ne comprends pas. Elle était tellement plus gentille et aimable avant de m'épouser. Puis, le roi Robert aperçut un objet flottant dans un ruisseau. Qu'est-ce que c'est? Un bébé? D'où viens-tu? Oh, mon pauvre, je vais te ramener à la maison. Sérieusement, où est Robert? Il est sorti depuis des lustres. Maria, regarde! J'ai trouvé un bébé qui flottait dans le ruisseau. Un bébé? Mais comment est-il arrivé là? Regarde, un mot. À celui qui trouvera mon bébé, prenez soin d'elle. Le roi et la reine étaient perplexes, mais ils acceptèrent la responsabilité et le don du précieux bébé. Le roi adorait le petit enfant et décida de l'amener au palais. Tu t'appelleras Diana. Diana était une enfant si chaleureuse et aimante. Et au fil des ans, elle devint une charmante jeune femme. Il y avait une couronne magique spéciale gardée dans le palais. Mais elle n'avait pas brillé depuis de nombreuses années. Un jour, Diana entreprit de fouiller tout le palais. En errant, elle arriva à la tour interdite. Waouh, cet endroit est vraiment grand. Oh, c'est quoi cette énorme porte? Elle alla pousser la mystérieuse porte. Oh, c'est si lourd! Pourquoi y a-t-il une couronne ici? Alors qu'elle s'approchait, la couronne se mit à briller. Je ferais mieux d'en parler à papa et maman. Diana, je t'ai dit de ne pas t'approcher de là. Mais il y a une couronne là-dedans, et elle brille. Elle brille? Elle brille. Oh, dans ce cas, je suis si heureux pour toi. Je ne comprends pas. Je te le dirai quand tu seras un peu plus âgé. Alors le roi était heureux. La reine était en colère à cause de la couronne. Cette nuit-là, elle se faufila hors du palais et alla voir une sorcière qu'elle connaissait. Ne t'inquiète pas, tout ce que tu as à faire est de mettre cette bague au doigt de ton mari. La magie qu'elle contient lui fera détester Diana. Maria acquiesça et quitta rapidement le palais. Le jour suivant, elle glissa la bague à son doigt. Le jour suivant, quand ils se réveillèrent, « Père, mère, j'ai préparé un gâteau pour vous. » Le roi Robert jeta un regard à Diana et grimaça. La magie avait déjà commencé à opérer. « Diana !»« Oh, je suis désolée. Je voulais juste que tu goûtes ce gâteau que j'ai fait. »« Il est beaucoup trop salé. »« Quoi ? Non, il me semble qu'il est sucré. » La magie de l'anneau avait donné un mauvais goût au gâteau sucré du roi. Et cela continuait à nuire à leur amitié. Un jour de solitude, Diana se rendit dans la pièce où reposait la couronne légendaire. « C'est une très jolie couronne,
Je me demande de quoi elle aurait l'air sur moi. Seules les personnes de valeur pourront me porter. Qui es-tu? Je suis la couronne légendaire. Demandez ce que vous voulez savoir. Bon, d'accord. Il y a une chose que je veux savoir. Pourquoi mes parents se comportent-ils si bizarrement ces derniers temps? La couronne révéla toute la vérité à Diana sur l'anneau magique. Donc mon père ne me déteste pas. C'est juste un sort. Mais ma mère est... Non, ce n'est pas ta mère qui veut la couronne, mais la sorcière. Votre mère est impatiente, mais elle reste une femme merveilleusement gentille. La couronne a dit à Diana que la sorcière voulait régner sur le royaume grâce à ses pouvoirs. Mais c'était trop risqué pour elle, et elle souhaita donc la contrôler à travers Maria. Mais comment rompre le charme de ma mère? La reine doit le briser elle-même en apprenant à être patiente. Diana eut alors une idée. Ma mère aime les lys. Peut-être que si elle apprend à les cultiver et à être patiente avec eux, le sort sera rompu. Mais comment les obtenir? Demande-les-moi et tu les recevras grâce à ma magie. En utilisant la magie de la couronne, Diana crée un jardin de magnifiques lys roses. Mais bientôt, la reine nomma des jardiniers pour s'en occuper. Oh non, ce n'est pas ce qui devait se passer. Lorsque Maria se rendit dans le jardin quelque temps après, elle fut furieuse de voir certaines des fleurs se faner. Elle cria sur les jardiniers. « Si vous ne pouvez pas vous occuper des lys, c'est moi qui le ferai !» Et pour le plus grand bonheur de Diana, on vit désormais la reine travailler tous les jours dans le jardin. L'amour de Maria pour les lys était si fort qu'elle ne pouvait pas du tout se mettre en colère. En étant patiente avec les fleurs, elle devint bientôt patiente avec les autres aussi. Diana remarquait très vite le changement chez Maria. Et un jour, elle lui dit « Maman, les lys n'ont pas encore fleuri ?»« Pas encore. Mais je suis heureuse tant qu'elles sont en bonne santé. Elles fleuriront en leur temps. » Alors, la reine s'évanouit. Le sort fut rompu. Et quand la reine se réveilla, elle alla très bien. La première chose qu'elle fit fut d'enlever l'anneau du doigt de son mari. Le roi avait des souvenirs de ce qui s'était passé ces derniers jours. Comment ai-je pu me comporter de la sorte avec ma douce Diana? J'ai quelque chose à te donner. Diana souleva la couronne et la plaça sur la tête de la reine. Elle continua à briller. Il semble que vous soyez toutes deux dignes de la couronne. Je pense que Diana devrait avoir la couronne. Elle en est vraiment digne. Car sa patience nous a tous sauvés. Et ainsi le royaume fut à nouveau un endroit joyeux. Le roi était très heureux de voir cela. Diana continua d'être aussi douce que jamais. Elle a enseigné à tous que la patience était une grande vertu et qu'elle peut changer si l'on prend simplement à apprécier les gens. Et elle les laissait s'épanouir en leur temps. Fin. La boîte magique. Il était une fois un jeune voyageur qui se promenait ici et là, et tout autour de la Terre, parce qu'il aimait voir de nombreux pays différents. Un jour, alors qu'il marchait, il ramassa une boîte. Il l'ouvrit et la boîte magique lui dit « Quel vœu aimeriez-vous formuler ?» Il eut très peur, mais au lieu de jeter la boîte, il la referma et la mit dans sa poche. Puis, il continua son chemin, de plus en plus loin, et en s'éloignant, il se dit « Si elle me dit à nouveau, quel vœu aimeriez-vous formuler? Je saurais mieux quoi dire cette fois-ci. » Il sortit donc la boîte magique et l'ouvrit. Et elle demanda à nouveau « Quel vœu aimeriez-vous formuler ?» Que mon chapeau soit rempli d'or. Et instantanément, le chapeau était rempli de pièces d'or. Alors maintenant, il n'aura plus besoin de rien. Alors, il s'en alla, loin, 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 à travers d'épaisses forêts.
jusqu'à ce qu'il arrive enfin à un beau château. Dans le château vivait un roi. Le jeune homme fit le tour du château jusqu'à ce que le roi le remarque et lui demande ce qu'il y faisait. Je regardais votre chapeau. Vous aimeriez en avoir un comme ça, n'est-ce pas? Le jeune homme ne répondit pas, mais lorsque le soleil se coucha et que la nuit arriva, il prit sa boîte magique et ouvrit le couvercle. « Quel est votre vœu ?» Construis-moi un château avec des murs en or et des tuiles de diamants, et des meubles tout en argent et en or. Il avait à peine fini de parler qu'il se tenait devant lui, exactement en face du palais du roi, un château construit exactement comme il l'avait ordonné. Lorsque le roi se réveilla, il fut étonné de voir le magnifique palais briller sous les rayons du soleil. Le roi alla donc voir le jeune homme et lui dit sans détour qu'il était un roi très puissant et qu'il espérait qu'ils pourraient tous vivre ensemble dans l'une ou l'autre maison et qu'il lui donnerait sa fille pour épouse. Tout se passa donc comme le roi l'avait demandé. Le jeune homme épousa la princesse et ils vécurent heureux dans le palais d'or. Mais la femme du roi était jalouse du jeune homme et de sa fille. La princesse avait parlé à sa mère de la boîte magique qui leur donnait tout ce qu'ils voulaient. La reine soudoya un serviteur pour voler la boîte magique. Le serviteur chercha attentivement où elle était rangée chaque soir et attendait la soirée parfaite pour tenter de la voler. Et par une nuit noire, alors que tout le monde dormait, le serviteur vola la boîte et l'apporta à son ancienne maîtresse. La reine ouvrit le couvercle et la boîte magique lui dit « Quel vœu aimeriez-vous formuler ? Je veux que vous nous preniez, mon mari et moi, mes serviteurs et cette belle maison, et que vous nous déposiez de l'autre côté de la mer Rouge, mais que vous laissiez ma fille et son mari derrière vous. » Quand le jeune couple s'est réveillé, il se trouvait de nouveau dans le vieux château et la boîte magique avait disparu. Le jeune homme monta aussitôt sur son cheval et remplit ses poches avec autant d'or qu'il pouvait emporter. Il fouilla tous les pays voisins, un par un, cherchant en vain la boîte magique. Mais bientôt, son argent s'épuisa. Mais il continuait d'avancer, aussi vite que la force de son cheval lui permettait. Quelqu'un lui dit qu'il devait aller trouver le monstre, car le monstre voyageait loin et pourrait lui dire quelque chose. Il voyagea donc longtemps et chercha le pays du monstre. Il y trouva une vieille femme qui lui dit « Que faites-vous ici? Mon fils mange tous les êtres vivants qu'il voit. Si tu es intelligent, tu devras t'enfuir et tu ne reviendras pas. » Mais le jeune homme lui raconta toute sa triste histoire. Et il a dit que peut-être son fils, qui a voyagé si loin, aurait vu un palais d'or. Alors qu'il prononçait ces derniers mots, le monstre entra et dit qu'il sentait un homme savoureux. Alors, il pensa que ce devait être l'heure du dîner. Mais sa mère lui dit que c'était un pauvre voyageur, qui avait tout perdu et qu'il avait fait tout ce chemin pour lui demander conseil. Elle dit au jeune homme de ne pas avoir peur, mais de s'avancer et de se montrer. Il s'approcha donc courageusement du monstre et lui demanda si, par hasard, il avait vu un palais d'or. Oui, j'avais vu le palais d'or et j'ai même essayé de détruire pour manger les gens qui s'y trouvaient. Mais ce palais est si fort que je n'ai pas pu trouver le moyen d'y entrer. Oh, dites-moi où il se trouve. Il est très loin, de l'autre côté de la mer Rouge. Finalement, après tant de voyages, le jeune voyageur savait où trouver son palais. Il se mit donc en route immédiatement et d'une manière ou d'une autre, il parvint à atteindre la terre lointaine de l'autre côté de la mer Rouge. À son arrivée, il décida de se déguiser en jardinier et se rendit au château pour demander s'il avait besoin d'un jardinier. Il était très heureux quand ils ont accepté de l'engager.
Il passa la plupart de ses journées à bavarder avec les serviteurs sur la richesse de leur maître et les choses merveilleuses de la maison. Il se lia d'amitié avec l'une des servantes, qui lui raconta l'histoire de la boîte magique et lui demanda de la lui faire voir. Un soir, elle parvint à s'en emparer et à la lui montrer. Et le jeune homme regarda attentivement où elle la cachait, dans un endroit secret de la chambre à coucher de sa maîtresse. La nuit suivante, alors que tout le monde dormait profondément, il se glissa dans la chambre et prit la boîte magique. Imaginez sa joie lorsqu'il ouvrit le couvercle. Il lui demanda « Quel vœu aimeriez-vous formuler ?» « Je veux retourner dans mon palais à l'ancien endroit. Et que le roi et la reine et tous leurs serviteurs soient noyés dans la mer Rouge. » Il a à peine fini de parler qu'il s'est retrouvé de nouveau avec sa femme, alors que tous les autres habitants du palais étaient couchés au fond de la mer Rouge. Fin. La fée perdue. C'est une histoire sur le véritable amour et le sacrifice. Steven, qui était le prince d'un vaste royaume, se promenait sur son cheval dans la jungle. Il était absorbé par le paysage lorsqu'il a entendu une fille crier de douleur. Il sauta de son cheval et se dirigea vers la source du bruit. Il a trouvé une belle fille assise près des buissons qui était peut-être blessée. Qui es-tu? Est-ce que tu as mal? Je me souviens de mon nom. C'est Daisy. Mais je ne me souviens pas comment je suis arrivée ici. Un visage effrayant m'a attaqué. Mais je ne me souviens pas de ce qui s'est passé ensuite. Pour l'instant, je ne peux même pas bouger. S'il vous plaît, aidez-moi. Oh mon Dieu, tu as été gravement blessé. Mais ne t'inquiète pas, je m'appelle Steven. Je peux t'aider et t'emmener dans mon palais. Le médecin royal prendra bien soin de toi. Le prince Steven soulève très doucement Daisy dans ses bras. Ils partirent vers le palais sur son cheval. Au palais, le prince fait venir le médecin royal. Le médecin arrive rapidement et commence le traitement. Je suis conscient que tu souffres encore. Laisse le temps aux médicaments du médecin d'agir. Tu vas bientôt te sentir mieux. Ces potions sont amères, mais efficaces. Ferme les yeux et avale-les. Le traitement de Daisy se poursuivit et elle commença à se rétablir. Elle peut maintenant se promener dans le palais. Personne n'était autorisé à entrer dans sa chambre, sauf la famille royale, le médecin et ses assistants. Le prince passait plusieurs fois par jour pour voir comment elle allait. Cher prince, vous avez été si gentil de prendre si bien soin de moi. Je me sens de mieux en mieux. Je devrais planifier mon retour à la maison. Mais sur ma vie, je ne me rappelle pas où est ma maison. Daisy, ne te précipite pas. Je dois m'assurer que tu récupères complètement. Jusqu'à ce que tu ne retrouves pas complètement ta mémoire perdue, considère-toi comme notre invité royal. J'ai tout prévu pour que tu t'amuses. Steven et Daisy devinrent très proches l'un de l'autre. Et avec le temps, leurs cœurs se sont pris d'affection l'un pour l'autre. Une petite graine d'amour s'était déjà transformée en un arbre à fleurs. Chaque fois qu'elle est seule, Daisy jette un coup d'œil à la porte dans l'attente de l'arrivée de Steven. Steven, je commence à croire que je devrais rester ici pour toujours. Je ne trouverai jamais un vrai compagnon comme vous nulle part. Je ne peux pas imaginer vous quitter. Daisy, qui te demande de partir? Maintenant, je sens que nous devons passer le reste de notre vie ensemble. Je le veux aussi, Steven. Quand vous êtes loin de moi, mon cœur attend votre retour le plus vite possible. Mes yeux se languissent de vous revoir. Votre visage est toujours présent dans mon esprit. Daisy, je ressens la même chose. Où que j'aille, je ne me sens pas à ma place. Puis je me retrouve à vouloir revenir vers toi, encore et encore. Je n'ai jamais éprouvé ce genre d'attirance intense pour quelqu'un auparavant. Une nuit,
un objet volant s'est posé près du palais. 2 fées en sont sorties. Le prince Steven était stupéfait de les voir. Les 2 fées se sont envolées directement vers la chambre de Daisy. Daisy, viens avec nous. Nous sommes venus pour te ramener. Notre véhicule volant est juste à l'extérieur. Qui êtes-vous? Où voulez-vous m'emmener dans votre véhicule volant? Daisy, qu'est-ce que tu racontes? Nous sommes venus pour te ramener au pays des fées. Tu es une fée comme nous. Tu ne peux pas rester sur Terre pour toujours. Oh non, je ne vois plus ta perle magique sur ton cou. Où l'as-tu perdue? Tu vois, c'est pour ça que tu ne te souviens de rien. Nous pouvons demander à la reine des fées de te rendre la mémoire. La fée a utilisé ses pouvoirs magiques pour contacter la reine des fées. La reine des fées a reçu sa demande et a utilisé ses pouvoirs pour accéder à distance et restaurer la mémoire perdue de Daisy. Prince Steven, je réalise que je suis une fée. Je vais devoir rentrer au pays des fées. Après avoir atterri sur Terre, j'étais seule dans la jungle où vous m'avez trouvée. Une sorcière m'a attaquée pour voler ma perle magique. Je ne semble pas avoir les pouvoirs que les fées possèdent. Vous m'avez sauvée. Vous avez été mon ancre dans les moments difficiles. Pour cela, je vous serai à jamais redevable. Pardonnez-moi, mais je dois rentrer chez moi maintenant. Je peux t'accompagner au pays des fées? Non, cher prince. Les humains ne sont pas autorisés à entrer au pays des fées. Vous savez que je veux être avec vous. Mais j'ai les mains liées, car je dois suivre les règles du pays des fées. Je ferai de mon mieux pour revenir et vous revoir. Mais si je ne peux pas, considérez ceci comme notre dernière rencontre. Mon bien-aimé, je vous prie de me pardonner. Daisy, je me souviendrai toujours de chaque moment précieux de bonheur passé avec toi. À ce moment-là, les ailes de Daisy poussèrent à nouveau et elle se transforma complètement en fée. Avec les 2 autres fées, elle se dirigea vers le véhicule volant. Elle se retourne et continue à regarder le prince Steven. Le véhicule volant a décollé, laissant Steven le cœur brisé. Daisy atterrit au pays des fées. Ma reine, je suis follement amoureuse du prince Steven. Je ne peux pas imaginer une vie sans lui. Je vous en supplie, laissez-moi retourner auprès de lui pour toujours. Daisy, qu'est-ce que tu essaies de faire? Les fées et les humains ne peuvent pas avoir de relation entre eux. Si tu enfreins nos règles, tu devras assumer les conséquences de tes actes. Je suis prête à assumer toutes les conséquences. S'il vous plaît, permettez-moi de retourner sur Terre pour toujours. Hors de ma vue. Sinon, je vais te maudire et te rendre incapable d'aller où que ce soit. Effrayée par la colère de la reine, Daisy sort de la pièce. De l'autre côté, le prince Steven ne cesse de regarder le ciel, attendant le retour de Daisy. Il était tellement absorbé par ses pensées que cela commençait à affecter sa santé mentale. Une des fées en informa la reine des fées. Ma reine, le prince Steven et Daisy sont dans un état très délicat. Leur amour semble être pur et vrai. Ils sont tous 2 prêts à tout sacrifier pour leur amour. S'il vous plaît, réfléchissez-y. Je suis désormais convaincue que Steven et Daisy s'aiment vraiment. Je n'ai pas d'autre choix que de l'accepter. Va chercher Daisy et ramène-la ici. Daisy court et tombe aux pieds de la reine des fées. Daisy, le véritable amour gagne. Tu es maintenant libre. Va sur Terre et réclame ton amour. Steven attendait Daisy à l'extérieur du palais. Le véhicule volant apparut et se posa juste devant lui. « Venez à moi, ma princesse chérie. Notre sacrifice n'a pas été vain. » Le Créateur a orchestré notre union divine. Nous avons gagné la récompense de notre amour véritable et de notre sacrifice. Daisy se précipite dans les bras de Steven et l'embrasse. Le véritable amour a gagné une fois de plus. Les 2 sont unis par les liens sacrés du mariage. Leurs vies sont enrichies de bonheur. Le roi Barbe de Grizzly. Il était une fois, dans un royaume lointain,
un roi du nom de Michael qui avait une fille nommée Dina, aussi belle qu'une fleur. Mais elle était très égoïste et trop sûre qu'aucun prétendant n'était assez bien pour elle. Elle se moquait des princes qui venaient l'épouser. Un jour, le roi Michael organisa un grand festin et invita tous les prétendants éligibles. Ils étaient ensuite présentés à la fille du roi, mais à chaque homme qu'elle voyait, elle avait une objection à formuler. L'un était trop gros, un autre était trop grand, le troisième était trop petit, le quatrième était trop pâle. Elle avait toujours à dire contre chacun. Mais elle se moquait d'un bon roi qui se tenait là et dont la barbe poussait bizarrement. « Il a une barbe de grizzly !» C'est depuis lors qu'on l'appelle le roi Barbe de Grizzly. Mais le vieux roi, voyant que sa fille ne faisait rien d'autre que de se moquer des prétendants et détestant tous les prétendants qui étaient réunis là, fut très en colère et jura qu'elle devra épouser le premier mendiant qui se présenterait à ses portes. Quelques jours après, un mendiant vint chanter sous les fenêtres. Quand le roi l'entendit, il dit « Qu'il monte !» Le mendiant entra donc dans ses vêtements sales et en loques et chanta devant le roi et sa fille. Et quand il eut fini, il demanda un petit cadeau. Le roi dit « Ta chanson m'a tellement plu que je te donnerai ma fille en cadeau pour en faire ta femme. » La fille du roi frémit, mais le roi dit « J'ai fait le serment de te donner au tout premier mendiant, ma fille, et je le tiendrai. » La princesse resta sans voix et n'eut d'autre choix que d'épouser le mendiant. Alors le roi dit « Maintenant, ma fille, il n'est pas convenable pour toi en tant que mendiante de rester plus longtemps dans mon palais. Tu vas peut-être devoir partir avec ton mari. » Le mendiant la conduisit par la main et elle fut obligée de s'en aller à pied avec lui. Quand ils arrivèrent à une grande forêt, elle demanda « À qui appartient cette belle forêt ?» Elle appartient au roi Barbe de Grizzly. Si vous l'aviez choisie, elle aurait été votre forêt. Ah, quelle malchanceuse je suis! Ensuite, ils arrivèrent dans une prairie. À qui appartient cette belle prairie? Elle appartient au roi Barbe de Grizzly. Si vous l'aviez choisie, elle aurait été votre prairie. Ah, quelle fille malchanceuse je suis! Puis, ils arrivèrent dans une grande ville. À qui appartient cette grande ville? Elle appartient au roi Barbe de Grizzly. Si vous l'aviez choisie, elle aurait été votre ville. Ah, quelle fille malchanceuse je suis! Enfin, ils arrivèrent à une toute petite cabane. Oh, bonté divine! À qui appartient cette misérable et méchante hutte? C'est ma maison où nous allons vivre ensemble. Elle entra dans la hutte. Où sont les domestiques? Quel domestique? Tu es ma femme maintenant. Fais mon souper, je suis fatigué. Alors, je suis ta servante. Oui. Mais Dina ne connaissait rien à la cuisine. Et le mendiant dut se préparer le dîner. Puis, ils allaient se coucher. Mais il l'obligeait à se lever tôt le matin. Pendant quelques jours, ils vécurent de cette façon et finirent toutes leurs provisions. Femme, nous ne pouvons plus continuer à ne rien gagner. Je vais essayer de vendre des pots d'argile. Tu dois t'asseoir sur la place du marché et vendre les poteries. Si les gens du royaume de mon père viennent au marché et me voient assise là, en train de vendre, que penseront-ils de moi? Mais le mendiant n'était pas d'humeur à l'écouter. Le lendemain, elle s'assit à l'angle de la place du marché. Mais soudain, un cavalier ivre arriva et roula sur les pots de sorte qu'ils furent tous brisés en 1000 morceaux. Elle se mit à pleurer. Que faire? Oh, non! Elle courut à la maison et raconta son malheur au mendiant. Ne pleure pas maintenant, je vois bien que tu ne peux pas travailler. Alors je suis allé au palais de notre roi et j'ai demandé s'il y avait une place pour une fille de cuisine. Et ils ont promis de t'engager. De cette façon, tu auras ta nourriture pour rien. Dina était maintenant une servante et faisait le travail le plus sale. Dans ses deux poches, elle attachait un petit pot
dans lequel elle ramenait les restes, et chaque soir, elle apportait cette nourriture à son mari. Lors du mariage du fils aîné du roi, la pauvre princesse se rendit dans la salle d'audience du roi et se plaça près de la porte pour regarder. Mais des serviteurs portaient devant elle des plats remplis de mets délicieux. Les serviteurs eurent pitié d'elle et lui jetèrent quelques morceaux au passage. Elle les mit dans ses jarres pour les emporter chez elle. Puis, le fils du roi entra. Lorsqu'il vit la belle femme debout près de la porte, il la prit par la main et aurait voulu danser avec elle. Mais elle refusa et recula de peur, car elle vit qu'il s'agissait du roi Barbe de Grizzly, le prétendant qu'elle avait chassé par ses propos cruels. Mais elle ne put résister. Il l'emmena dans la salle de danse. Alors qu'ils arrivaient au centre de la piste, la ficelle de ses poches qui retenaient les bocaux se rompit. Les bocaux tombèrent, frappèrent le sol et la nourriture s'éparpilla sur le sol. Elle avait très honte. Elle se précipita vers la porte et aurait voulu s'enfuir. Mais dans les escaliers, le prince l'attrapa et la ramena. Il lui dit gentiment: « N'aie pas peur. Je suis le mendiant et le cavalier. C'est à cause de mon amour que je me suis déguisé. Parfois, sans s'humilier, on ne peut atteindre l'humilité. » Alors elle se mit à pleurer, puis dit: « Je ne suis pas digne d'être ta femme. » Sois réconforté, les mauvais jours sont passés. Maintenant, nous allons célébrer notre mariage. Les servantes vinrent alors lui mettre les plus beaux vêtements, et son père et toute sa cour lui souhaitèrent beaucoup de bonheur dans son mariage avec le roi Barbe de Grizzly. Après cela, ils vécurent heureux jusqu'à la fin des temps. Fin. Le lac des cygnes. Cette histoire débute il y a très longtemps, lorsque la princesse Élisabeth rencontrait des prétendants pour trouver un époux. Des princes du monde entier se réunissaient pour la rencontrer et l'impressionner. Le roi Eric était l'un des prétendants. Il n'était pas vraiment beau. La princesse Élisabeth faisait le tour de la salle, discutant avec les prétendants et se forgeant une opinion. Lorsqu'elle atteignit Eric, elle le regarda et fit une grimace pour exprimer sa déception. Eric fut blessé et offensé. Il se sentit insulté et, dans un accès de rage, il la maudit. « Princesse Élisabeth, es-tu si fière de ta beauté que tu me regardes de travers parce que je ne réponds pas à tes critères? Je te maudis. À partir de maintenant, tu ne seras plus une princesse. Tu seras transformée en cygne. » Élisabeth et son père étaient très inquiets après avoir entendu ces mots. Ils demandèrent le pardon d'Éric. « Prince Éric, j'ai commis une erreur. S'il vous plaît, pardonnez-moi pour mon erreur. »« Prince, pardonnez-lui, s'il vous plaît. Elle est très jeune et immature. C'est pourquoi elle est insolente. Je vous en prie, retirez vos paroles. La vie de ma fille sera ruinée. » Le prince Éric commença à se calmer. « Pardonnez-moi, roi. Malheureusement, je ne peux pas annuler la malédiction. Mais je peux vous donner la solution pour la libérer de la malédiction. Si un homme tombe amoureux de votre fille lorsqu'elle est sous sa forme d'un cygne, la malédiction peut être brisée. Autre chose, il est très important que l'homme qui tombe amoureux d'elle ne soit absolument pas au courant de la malédiction. Sinon, cela ne fonctionnera pas. » Dès qu'il eut terminé sa phrase, la princesse Élisabeth se transforma en cygne. Elle fut alors transportée sur un lac situé à la périphérie du royaume. De nombreuses années passèrent et la princesse espérait toujours que quelqu'un l'aimerait sous cette forme. Les visiteurs passaient par le lac, mais ils repartaient après avoir admiré le paysage et les cygnes. Tant d'années ont passé. Je commence à perdre l'espoir de pouvoir un jour me libérer de cette malédiction. Peut-être que je mérite de vivre comme ça pour le reste de ma vie. Peut-être que c'est mon repentir. Ce soir-là, un jeune voyageur nommé Jacques vint s'asseoir au bord du lac. Ouf, il y avait tellement de bruit en ville. Ici, tout est si calme et tranquille. J'aimerais pouvoir vivre ici pour toujours. Jacques était un homme de la classe moyenne sans famille. Il se sentait en paix assis au bord du lac. Il s'y reposa pendant un moment, puis il entendit une voix. « Comment vas-tu » La voix vient-elle du milieu du lac? Peut-être mes oreilles sifflent. Non, tes oreilles ne sont pas abîmées. Regarde le lac, c'est moi le cygne.
C'est vrai? Je ne savais pas que les cygnes pouvaient parler. Comment est-ce possible? C'est possible. Je peux parler et je vis ici, au bord du lac. C'est mon lac. Je t'ai entendu dire que tu te sentais en paix ici. Tu peux venir ici quand ton cœur le désire. Merci de me le permettre. Je me sens bien ici. Je n'ai vraiment pas envie de partir. Mon nom est Elisabeth. Quel est le tien? Je m'appelle Jacques. Tu as un nom de princesse. Mon père a choisi ce nom pour moi. Et oui, il m'a traitée comme une princesse. Viens avec moi, je vais te faire visiter le lac et te montrer toutes les jolies fleurs. Elisabeth fit visiter le lac à Jacques. Elle lui apporta des fleurs, dont un lotus. Waouh, Elisabeth! Je n'ai jamais rien vu d'aussi joli. J'ai adoré parler et passer du temps avec toi. Ce fut un plaisir pour moi, Jacques. S'il te plaît, reviens. Je me sens seule ici aussi. Je suis le seul cygne ici. J'attendrai avec impatience ton retour. Je sais ce que c'est de vivre seul. Je reviendrai demain. Une nouvelle lueur d'espoir illumina le cœur du cygne. Elle avait hâte de le rencontrer à nouveau. Sa nature polie et ses paroles aimables l'impressionnaient. Le lendemain, Jacques revint à la même heure. Elle fut ravie de le revoir. Jacques, je t'attendais. Tu es juste à l'heure. Le soleil va bientôt se coucher et c'est une vue magnifique depuis le lac. J'avais hâte de revenir ici. Je suis venu dès que j'ai terminé mon travail. Tu as raison, c'est une vue magnifique. Ils regardaient ensemble le coucher de soleil. Jacques semblait très heureux. Elisabeth, tu avais raison. C'est un spectacle inoubliable. Je viendrai tous les jours pour le regarder avec toi. En effet, Jacques, c'est inoubliable. Mais une telle beauté est rarement appréciée quand on est seul. Je peux comprendre ta tristesse, Elisabeth, mais ne te considère plus comme seule. Je suis là avec toi. Je serai toujours là pour toi, quoi qu'il arrive. En entendant Jacques dire ces mots, Elisabeth versa des larmes de joie. Elle comprit enfin ce que c'était d'être aimée. Elisabeth s'était prise d'affection pour Jacques. Elle avait également compris qu'un cœur bon est plus précieux que la beauté, la richesse ou le statut. Ce qui compte le plus, c'est une nature bonne et sincère. Jacques s'était également pris d'affection pour Elisabeth. Mais il se posait sans cesse des questions. Un cygne comprendrait-il et accepterait-il son amour? Un jour, Jacques ne se présenta pas au lac. Elisabeth fut inquiète et ne cessa de se demander comment il allait. Elle fut incapable de dormir la nuit. Pourquoi Jacques n'est-il pas venu aujourd'hui? Pourrait-il avoir des ennuis? Seigneur, veillez à ce qu'il soit sauf. Le lendemain, Jacques vint au lac dans l'après-midi, beaucoup plus tôt que d'habitude. En le voyant, Elisabeth dit « Jacques, où étais-tu hier? Tu ne m'as jamais informé que tu ne viendrais pas. J'étais si inquiète pour toi. Est-ce que tout va bien? À l'avenir, ne disparais pas comme ça sans me prévenir, s'il te plaît. As-tu la moindre idée combien j'étais inquiète? » Oh non, pardonnez-moi, Elisabeth. J'ai dû voyager pour le travail. Je viens de rentrer ce matin. Je te promets que je n'irai nulle part sans t'en parler avant. Cela ne se reproduira plus. Je ne voulais pas t'inquiéter. Jacques était secrètement ravi qu'Elisabeth soit si inquiète pour lui. À part sa mère, personne ne s'était jamais soucié de lui de la sorte. Le respect et l'amour qu'il avait ressenti pour elle auparavant s'amplifiaient. Il décida d'avouer ses sentiments à Elisabeth. Il s'occuperait des répercussions plus tard. Elisabeth, j'ai quelque chose à te dire. Oui, Jacques, que voulais-tu me dire? Je suis tombé amoureux de toi. Mon cœur souhaite rester toujours à tes côtés. Quand je me réveille le matin, j'attends avec impatience le moment où je pourrai venir ici et être avec toi. Dès que Jacques prononça ces mots, le cygne se transforma à nouveau en la belle princesse. Jacques était stupéfait et lui demanda « Elisabeth, comment t'es-tu transformée en humaine? Es-tu une véritable princesse ?» Oui, mon cher Jacques. Il y a quelques années, j'avais insulté un prince sur son apparence et il m'avait maudite. Je devais vivre la vie d'un cygne jusqu'à ce que quelqu'un m'aime vraiment, quelle que soit ma forme. Je m'étais faite à l'idée que je mourrais en tant que cygne. Mais ton amour véritable m'a maintenant libérée de la malédiction. Si tu es une princesse,
Comment vas-tu passer ta vie avec un homme ordinaire comme moi? Tu es le seul à m'avoir appris le vrai sens de l'amour. Aucun roi ou prince ne peut se comparer à un homme ordinaire qui est capable d'aimer un cygne. La vraie richesse d'un homme, c'est sa nature, pas son statut. Et je n'ai jamais rencontré quelqu'un d'aussi riche que toi. Je veux t'épouser, Jacques. Je veux faire de toi mon compagnon de vie. Veux-tu m'épouser? Oui, Élisabeth, je t'aime aussi. Je ne peux même pas imaginer une vie sans toi. Jacques et Élisabeth se marièrent. Jacques devint aussi l'héritier du trône. Ils vivèrent ensemble une vie heureuse et paisible. Fin.